À 2 jours de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui s'annonce fragile entre Israël et le Hamas, Tsahal peut se targuer d'avoir considérablement réduit la menace en provenance de Gaza. Mais à quel prix? Après 15 mois d'affrontements dans la bande de Gaza, la fin de la guerre n'a jamais semblé aussi proche. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Pour en parler, nous sommes avec Jacques Néria, ancien officier israélien des renseignements. Également, il a été attaché militaire en France, en Belgique et au Luxembourg. Il est avec nous en direct. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Hélène. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on a entendu, après cet accord de cessez-le-feu mercredi, le Hamas revendiquer la victoire, l'Iran également qui a dit qu'Israël avait perdu finalement en acceptant cet accord. Quel regard vous portez sur cette situation? Est-ce que c'est vraiment une victoire pour le Hamas selon vous? La question est assez pertinente parce que je dirais elle est même ridicule. Parce que après avoir souffert une destruction totale de tous les régiments du Hamas, après avoir détruit la structure militaire du Hamas je dirais, et réduit le Hamas à une petite organisation terroriste, et là se vanter d'avoir gagné, d'avoir fait subir une défaite à Israël, je dirais c'est tout simplement ridicule. La preuve est là. Nous sommes présents dans la bande de Gaza. Nous avons détruit un ennemi. Monsieur Sinwar n'est plus parmi les vivants. Il n'est même pas. Et là, naturellement, la plupart des chefs du Hamas ont été éliminés. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi se vanter dans cela. De notre côté, il est certain que nous n'avons pas atteint le but, l'objectif qui avait été décidé par le gouvernement, la destruction du Hamas. C'était naturellement un objectif inatteignable. C'est tout simplement je dirais quelque chose d'impossible à réaliser, puisqu'on est en train de combattre une idée, une formation qui rappelle peut-être plus ou moins, qui fait partie des frères musulmans. Et on sait que pendant plus d'un siècle déjà, l'Égypte est en train de se battre contre les frères musulmans. Les frères musulmans sont un peu partout dans le monde arabe et personne n'a réussi à les éliminer totalement. Alors Israël paye quand même un prix très lourd pour ramener ses captifs, parce que oui, c'est dans la tradition juive de ramener les otages, c'est une mission sacrée, mais quand même le prix est important. On parle de plusieurs milliers de Palestiniens, dont certains qui ont du sang sur les mains, qui sont responsables d'attentats, de meurtres très graves contre des enfants notamment. Ça c'est aussi difficile pour Israël et pour les familles aussi de ceux qui ont été tués notamment ces dernières années. Écoutez, ce gouvernement est responsable d'un des échecs les plus colossaux qu'ils aient jamais eu, je dirais non seulement l'État d'Israël, mais le peuple juif. Donc, depuis la Shoah, il n'y a pas eu un tel incident ou une catastrophe pareille où, en une journée, plus de 1700 personnes ont été tuées, massacrées par une organisation terroriste. Il y a un prix à payer pour cela. Et certainement, je dirais, ce gouvernement savait dès le début qu'il y avait un prix très lourd à payer. La preuve, c'est que pour Gilad Shalit, il a fallu libérer 1000 prisonniers palestiniens, dont naturellement Sinwar, qui en faisait partie. Et là, je dirais, j'espère que les dispositions qui seront prises par Israël seront telles qu'on pourra empêcher le retour de la majorité de ces terroristes qui seront libérés, une partie dans les territoires et une partie à l'extérieur, de revenir sur leurs exploits. Et si jamais ils vont revenir sur leurs exploits, eh bien ils s'attendront naturellement à être éliminés par les agences de sécurité israéliennes. Alors, cette première phase, quand même, est particulièrement difficile pour les familles. 33 otages devraient être libérés, mais une soixantaine restent derrière. Certains disent qu'il aurait fallu qu'Israël demande à ce que tous les otages soient libérés en même temps. C'était envisageable, c'était possible, ça, Jacques? Écoutez, j'ai fait partie des négociations avec des Palestiniens, avec Yasser Arafat, et puis avec d'autres délégations arabes. Il faut, dans toute négociation, finalement, il y a un compromis à faire. Ou bien si jamais on veut arriver à un accord, si jamais on veut pas arriver à un accord, bien on reste dans une situation de têtude et tout simplement, on refuse tout compromis. Là, il fallait tout simplement s'accommoder si jamais on voulait arriver au but. Et n'oublions pas que
le catalyseur qui a provoqué en fin de compte cet accord-là, qui a fait aboutir l'accord à être signé, c'est l'ombre géante de Donald Trump. Si c'était pas son intervention, je doute très fort qu'on ait pu arriver à un accord. Donc il fallait avaler de grosses grenouilles là, non pas des grenouilles, mais je dirais des crapauds. Donc l'axe Philadelphie, quitter l'axe Philadelphie, naturellement un retrait presque total de la bande de Gaza, et je dirais des tas d'objectifs qui ont été fixés par le gouvernement, par Netanyahou lui-même, comme par exemple son refus total la dernière fois de se retirer de l'axe Philadelphie, comme si c'était l'axe dont avait besoin l'axe iranien, la pro-iranienne. Eh bien voilà, on est arrivé à un compromis là-dessus. Il faudra se retirer petit à petit. Et il y a de grandes choses qui ont été tout simplement mises de côté si jamais on voulait arriver à un accord. Et comme dans un accord est toujours mauvais pour chacun des deux parties. Je ne pense pas que le Hamas aurait voulu les mêmes conditions qu'il avait dès le début. Eh bien voilà, il faudra qu'il se suffise de ce qu'il a aujourd'hui. Alors la question par ailleurs se pose pour l'après-Gaza, l'après-guerre. Alors vous le dites, ça va se retirer progressivement. Comment ça va se passer? Israël n'aura plus aucun droit de regard sur la bande de Gaza après cette guerre. Comment ça va se passer? Alors, on parle, enfin pour l'instant je n'ai pas vu encore l'accord, je n'ai pas lu l'accord, mais il semblerait que dans la deuxième partie des négociations, que le Hamas ne reviendrait pas comme une entité souveraine et qui régirait les affaires de la bande de Gaza. Ça serait plutôt l'autorité palestinienne. Là aussi, je dirais, c'est un écart énorme de la part de Netanyahou, qui ne voulait pas toute initiation de l'autorité palestinienne dans les affaires de la bande de Gaza. Et qui va naturellement gérer en plus l'entrée et la sortie de la bande de Gaza, si ce n'est l'autorité palestinienne, avec l'aide, je dirais, internationale, américaine, émirati ou n'importe quelle autre aide arabe. Ça aussi, ce sont des points de retrait de la part de Netanyahou pour pouvoir aboutir à un accord. Donc, de grands sacrifices ont été faits par Netanyahou pour arriver à cet accord-là, mais je pense qu'il n'en avait pas le choix. Alors très rapidement, en moins d'une minute, Jacques, la solution à deux États considérée par la communauté internationale comme seule garante de la paix n'a pas progressé. Vous y croyez encore, vous, à cette solution à deux États, comme on dit? Écoutez, ce que je sais, c'est que le plan qui avait été présenté par Donald Trump durant sa présidence, il s'agissait naturellement d'une solution à deux États. Est-ce que ces deux États sont toujours valables aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire, mais je sais qu'il y a certains endroits en Cisjordanie que je ne vois pas où les Israéliens peuvent s'aventurer. Je ne vois pas un Israélien en train de prendre un café à Naplouse ou à Ramallah ou n'importe où, donc en territoire palestinien. Donc la réalité sur le terrain a créé, je dirais, quelque chose de différent, a créé deux entités qui sont pour l'instant séparées et qui seront sans doute séparées pour toujours. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous. Merci pour ces mots ce matin et cette analyse. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Merci. Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à